Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on plonge ensemble au cœur de ce qui fait vraiment tenir un couple sur la durée. On va s'inspirer d'un guide basé sur pas mal de recherches psycho et scientifiques, avec des noms comme John Gottman, Sue Johnson. L'objectif, c'est de voir ce qui marche vraiment, une fois que, disons, la passion des débuts s'est un peu calmée. Et un truc qui ressort tout de suite, c'est que le secret, ce n'est pas de ne jamais se disputer, hein. C'est plutôt la qualité des échanges au jour le jour. Comment on interagit, en fait. C'est ça le nœud. Exactement, c'est tout à fait ça. On passe de l'image un peu idéale du couple à sa construction réelle, patiente. Et les travaux, notamment ceux de Sue Johnson, avec sa thérapie centrée sur les émotions, le FT, montrent bien que la base, c'est la sécurité émotionnelle. La sécurité émotionnelle, c'est-à-dire? C'est ce besoin fondamental de sentir que l'autre est là, disponible, qu'on peut compter sur lui, euh, émotionnellement. C'est vraiment un pilier. D'accord. Et ça me fait penser à ce que John Gottman, lui, appelle la carte de l'amour. Cette idée de bien connaître l'autre, son monde intérieur. Absolument. C'est ça. Connaître ses rêves, ses peurs, même ses petites manies, ses blessures passées. Gottman dit qu'il faut maintenir une curiosité active, même après des années. Poser des questions ouvertes, s'intéresser vraiment. Pas juste ça a été ta journée, hein, mais creuser un peu plus. Voilà. Qu'est-ce qui t'anime en ce moment? Ou il y a un truc qui te pèse et dont on n'a pas parlé. Cette connaissance, ça nourrit l'intimité. Euh, L'intimité émotionnelle. Et ça ouvre la porte à la vulnérabilité, j'imagine. Un sujet que Brené Brown a beaucoup exploré. Oser montrer ses failles. Précisément. C'est fondamental. Quand on ose partager ses doutes, ses imperfections, sans avoir peur d'être jugé, ça crée une confiance très très forte. C'est un peu le contraire de l'évitement, où on fait semblant que tout va bien. Ça ronge le couple à petit feu. Et à l'inverse, il y a des signaux d'alarme clairs, non? Gottman en parle beaucoup. Oui, les fameux 4 cavaliers de l'apocalypse relationnel, la critique systématique. Le mépris, ça c'est terrible, le mépris. Ah oui, le mépris c'est le pire. Ça attaque la personne dans sa valeur. Puis il y a l'attitude défensive, se justifier tout le temps. Et enfin, le repli sur soi, le mur. Quand on ne communique plus du tout. Voilà. Si ces 4-là sont présents régulièrement, c'est un très mauvais signe pour l'avenir. Mais ce qui est intéressant, c'est que le conflit en lui-même, ce n'est pas ça le problème. Ah! Non, c'est la manière dont on gère le désaccord, comment on se parle quand on n'est pas d'accord. D'ailleurs, Gottman fait une distinction utile. Il y a les problèmes qui ont une solution, l'organisation des vacances, le partage des tâches, bon. Et puis, il y a les problèmes perpétuels, ceux qui reviennent tout le temps parce qu'ils sont liés à nos différences profondes de valeurs, de personnalité. Et cela, on ne les résout jamais vraiment. Rarement. L'enjeu, c'est d'apprendre à vivre avec, à en discuter sans que ça dégénère, avec respect, parfois même avec humour, négocier avec bienveillance, en gros. Et ces différences, justement, Harvey Hendrix, il suggère un truc assez fou, qu'on serait attiré par ce qui nous manque, ou ce qui fait écho à notre histoire d'enfance, même les aspects douloureux. Oui, c'est l'approche imago. L'idée, c'est que le partenaire réveille parfois de vieilles blessures, mais que c'est aussi une chance de grandir ensemble, de réparer des choses. Si on arrive à voir la différence de l'autre non pas comme un défaut à changer, mais comme une source d'apprentissage sur soi et sur la relation. Accueillir l'altérité, comme on dit. Pas facile tous les jours, ça. C'est un cheminement. Et ça rejoint l'importance des petits gestes positifs au quotidien. Barbara Fredrickson a montré ça. Les petits riens qui font tout. Exactement. Les rituels simples. Le café du matin partagé, un message dans la journée, dire merci, montrer son admiration. Ces micro-moments positifs répétés ont un impact cumulatif énorme. Bien plus fort en fait que le grand voyage une fois par an. Il faut cultiver l'admiration, se soutenir, avoir un sens commun, des projets partagés. Et puis, il y a la capacité à traverser les crises aussi. Parce qu'il y en a forcément. Bien sûr. Le stress au travail, l'arrivée des enfants, la maladie, ou des crises internes, comme l'infidélité par exemple. La clé, là, c'est de faire front commun et surtout de savoir réparer après coup. Et réparer. C'est-à-dire savoir s'excuser. Oui, mais pas seulement. C'est reconnaître sa part de responsabilité, chercher à comprendre la blessure de l'autre et montrer qu'on veut reconstruire la confiance. C'est une compétence cruciale. Donc si on essaye de résumer un peu tout ça, un couple heureux qui dure, ce n'est pas une question de chance ou d'avoir trouvé la personne parfaite dès le départ. Non, pas vraiment. C'est plutôt une construction active. Un choix qu'on refait jour après jour. Un choix d'investir, de comprendre l'autre, de réparer quand c'est nécessaire
d'évoluer ensemble. Ça demande du travail, en fait. Ça demande une conscience de soi, de l'autre, oui, de la patience, et cette capacité à gérer les inévitables incompatibilités. Comme le dit très bien Gottman à la fin du texte qu'on a lu, ce n'est pas la compatibilité qui fait la réussite d'un couple, mais la manière dont deux personnes traitent leurs incompatibilités. C'est une belle conclusion, ça. Tout à fait. Et des approches comme la méthode Gottman ou le FT d'ailleurs, elles donnent des outils concrets aux couples pour apprendre à mieux traiter ces incompatibilités. Et pour laisser une dernière petite graine de réflexion, le texte mentionne aussi ce défi, surtout avec le temps, de concilier le besoin de sécurité, de cocon, avec le besoin d'air, de nouveauté, d'individualité. Un thème cher à Esther Perel, ça. Ah oui, cette tension entre le besoin de lien et le besoin d'espace personnel. Alors, est-ce que préserver son jardin secret, avoir ses propres projets, ses passions, ce n'est pas forcément une menace pour le couple? Est-ce que ça ne pourrait pas être au contraire une façon de garder une étincelle, d'enrichir la relation en y ramenant quelque chose de neuf? C'est une excellente question. Peut-être que l'un nourrit l'autre, finalement. Voilà, une piste intéressante à explorer.